Hola à toutes et à toutes, c'est MacDav, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'énergumènes qui ont marqué plus ou moins l'histoire à travers leurs péripéties en se faisant passer pour ce qu'ils sont pas. C'est-à-dire de l'escroc qui vend la tour Eiffel en passant par le clown qui devient roi d'Albanie. Vous allez découvrir ici des histoires loufoques et parfois invraisemblables, mais tout autant insolites. N'oubliez pas de me soutenir en likant ma vidéo et en la partageant. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour recevoir mes futures publications. Sur ce, on passe de suite à la vidéo, les grands imposteurs de l'histoire. C'est parti. Pour ma première histoire, je vais vous parler de Martin Guerre. Alors, il y a eu un film en 1982, Le Retour de Martin Guerre, avec Depardieu. Passons à notre histoire. Cette histoire commence à Artigat, un village situé dans l'Ariège, vers 1538. Deux adolescents de 14 ans à peine, Bertrand de Rolls et Martin Guerre, se marièrent. Ils eurent un fils qu'il baptisa Sanxi. Quelques années passent et Martin s'enfuit en Espagne à cause d'une histoire de viol. Pendant 8 ans, Bertrand reste sans aucune nouvelle de Martin. Puis un jour, un homme arriva dans le village, fortement amaigri, mais qui ressemble vraiment à Martin. Et la famille Guerre et Bertrand se ravirent de voir enfin Martin revenir. Bertrand contemple sa chance pendant que Martin lui conte les lieux, temps et heures des actes secrets du mariage et tout propos qu'ils auraient tenus pendant, avant et après l'acte. Tout se passait bien pendant les 3 ans qui suivèrent. Vivant comme un couple normal, Martin se comporta comme un bon mari et un père irréprochable. Ils eurent entre-temps 2 filles. Mais un jour, Martin et son oncle se disputent pour une histoire de gestion de patrimoine familial qui poussa l'oncle à douter de l'identité de Martin. Le temps passe et de plus en plus de rumeurs courent sur l'identité de Martin. Certains disent que ce n'est pas lui, certains disent qu'ils ont vu le vrai Martin dans un autre village. Mais quelle est la réalité? Sous la pression de l'oncle, Bertrand porta plainte contre Martin pour usurpation d'identité. L'oncle fit venir des témoins qui affirment que le Martin serait en fait Arnaud Dutil, surnommé Pansette, dans son village voisin. Au tribunal, après avoir fait appel, Arnaud Dutil fut étonné de voir un homme entrer en se revendiquant le vrai Martin Guerre. Seulement, après confrontation avec les principaux témoins, du genre sa femme et ses amis et sa famille, il se trouva effectivement être le vrai Martin. Il expliqua que Pansette, soit Arnaud, avait été son frère d'armes et lui avait soutiré des informations sur sa vie et même d'ordre intime concernant son épouse et ses relations à Artigat. Arnaud Dutil fut condamné à mort le 12 septembre 1560 et fut pendu 4 jours plus tard devant la maison où il avait habité et vécu avec Bertrand. Voilà pour ma deuxième histoire, j'espère que vous l'avez trouvé cool. On passe de suite à la deuxième histoire. La deuxième histoire s'appelle le Docteur Roman. Voici l'histoire d'un homme mythomane et meurtrier. Après avoir caché à ses proches son échec en faculté de médecine, Jean-Claude Roman avait menti pendant plus de 15 ans à son entourage. Il était marié et père de 2 enfants et il se disait médecin à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à Genève. Pour faire vivre sa famille, il escroqua parents et amis en prétendant placer leurs économies en Suisse. Acculé par plusieurs débiteurs, dont certains avaient découvert son imposture, le faux médecin, alors âgé de 38 ans, était passé à l'acte. Au matin du 9 janvier 1993, dans leur maison de Prèves-Saint-Moins, située dans l'Ain, il tue sa femme avec un rouleau à pâtisserie, puis vint le tour de sa fille de 7 ans et son fils de 5 ans en leur tirant dans le dos avec une carabine. Mais c'est pas fini, il va à Clairvaux-les-Lacs, dans le Jura, et tue ses parents de plusieurs balles dans le dos. Le lendemain, il retourne à son domicile afin de se donner la mort en avalant des barbituriques et en mettant le feu à sa maison auparavant. Pas de justice, me direz-vous? Ben si en fait, car il est retrouvé inconscient mais vivant par les pompiers. Il sera alors condamné à perpétuité en 1996, soit 3 ans après les faits. Il obtient quand même une libération conditionnelle en avril 2019, âgé de 65 ans au moment de sa libération. Ce faux médecin meurtrier sera installé dans une abbaye sous bracelet électronique pendant 2 ans, puis sera soumis à des contrôles et des mesures d'assistance pendant 10 ans. Eh bien, il s'en est quand même bien sorti, hein? Non, qu'en pensez-vous? Histoire numéro 3. Pour cette troisième histoire, je vais vous parler de Frédéric Bourdin. Frédéric Bourdin, c'est un Français qui est né à Nanterre dans les Hauts-de-Seine en France le 13 juin 1974. Il était un usurpateur d'identité trilingue. Il excellait à imiter les voix d'adolescents. En 15 ans, il a successivement emprunté les identités de 2 enfants disparus texans et grenoblois. Il a aussi utilisé plus de 500 identités fictives dans de nombreux pays du globe, comme celle d'un orphelin espagnol, d'un fugueur traumatisé et d'un réfugié bosniaque. De 1990 à 2005, Frédéric Bourdin a utilisé des centaines d'identités
identités fictives pour la plupart à travers le monde en se faisant passer pour un mineur. En 1998, Frédéric Bourdin est condamné à 6 ans de prison aux États-Unis pour l'usurpation d'identité de Nicolas Barclay, un enfant disparu le 13 juin 1994 de San Antonio au Texas. En prison, il intègre un gang de Mexicains et se fait tatouer. Sa peine purgée, il est renvoyé en France. Quelques mois après, en 2004, il est de nouveau arrêté à Grenoble à 29 ans pour l'usurpation de Léo Ballet qui aurait 14 ans, un enfant disparu de l'âge de 6 ans. En 2005, à Pau, il se fait passer pendant un mois pour Francisco Hernandez Fernandez, un orphelin espagnol, élève de 4e. Personne ne se rend compte de son âge réel avant qu'une surveillante ne le dénonce après l'avoir reconnu dans un reportage télévisé sur son histoire. Il est alors condamné à 6 mois de prison avec sursis. Il est aussi condamné la même année à 24 mois de prison, dont 4 mois fermes à Grenoble pour avoir en 2004 tenté de usurper l'identité de Léo Ballet, un enfant disparu dans le massif du Taillefer en 1996 lorsqu'il avait 6 ans. Frédéric Bourdin a renoncé à sa vie d'imposture. En 2005, il s'est marié le 8 août 2007 et est père de 5 enfants. On a pu voir quelques adaptations en film. Le Caméléon, un film de Jean-Paul Salomé sorti en 2010, et The Impostor, un film sorti en 2012. Pour cette 4e histoire, je vais vous parler de l'homme qui a vendu la Tour Eiffel, Victor Lustig. Victor Lustig est né le 4 janvier 1890 à Ostiny, en Royaume de Bohême, Autriche-Hongrie, et mort le 11 mars 1947 à Springfield, au Missouri, dans les États-Unis. C'est un escroc et un imposteur. C'est en 1920 qu'après la Seconde Guerre mondiale, Paris est en plein boom économique. C'est donc dans sa luxueuse chambre de l'hôtel Crillon, place de la Concorde, qu'il lit le journal français pour trouver l'inspiration. Au fil des pages, il tombe sur un article exposant les difficultés de l'État à entretenir la Tour Eiffel. Construite à l'origine pour l'exposition universelle de Paris de 1889, il était au départ prévu qu'elle soit démontée en 1909 et ce n'est que son utilité dans le domaine militaire qui l'a sauvée. Elle n'était donc pas prévue pour subsister si longtemps et elle avait un besoin urgent d'être rénovée. Le journaliste finit son article par cette petite ouverture humoristique. Devra-t-on vendre la Tour Eiffel? Sans le savoir, il venait de publier le point de départ d'une escroquerie. Lustig se camoufla en fonctionnaire du gouvernement et fit fabriquer de fausses mises au concours pour la vente de la Tour Eiffel. Il envoya aux 5 plus grandes entreprises de récupération de ferraille des invitations pour des négociations de vente. C'est dans l'hôtel de Crillon qu'une rencontre confidentielle devait avoir lieu. Un pareil hôtel était un camouflage parfait puisque c'était un point de rencontre prisé des diplomates et des hommes politiques. À la date prévue, les 5 ferrailleurs étaient présents. Victor Lustig se présenta comme directeur général représentant du ministère des PTT. Il expliqua aux intéressés qu'il avait été retenu parce qu'on connaissait leur probité en tant qu'homme d'affaires. Ensuite, il expliqua dans cette ambiance feutrée et secrète que la Tour Eiffel devait être démolie et vendue en tant que ferraille. Son aisance l'aida beaucoup à rendre la situation crédible. Il emmena ensuite les ferrailleurs à la tour pour sonder leur comportement et leur intérêt. Ce fut une étape très importante. C'était là que tout se jouait. Il alla directement au guichet avec une carte de ministre hâtivement falsifiée qui, par un coup de chance inouï, passa sans problème. Il termina en expliquant qu'il attendait des propositions jusqu'au lendemain. Lustig avait déjà choisi sa cible à l'hôtel de Crillon, André Poisson, un homme peu sûr de lui qui espérait se faire une place dans le monde des affaires parisien grâce à cet achat. Sa femme était méfiante quant à cette transaction. Elle mit ainsi Poisson dans le doute. Pour le persuader, Lustig s'arrangea pour le rencontrer une nouvelle fois. Là, il changea de ton, se mit à faire des confidences et raconta à Poisson qu'il était mal payé et aurait aimé arrondir son revenu. Poisson était au courant de la corruption des fonctionnaires de l'État, si bien qu'il comprit immédiatement que Lustig exigeait un dessous-table. Il n'en fallait pas plus pour le convaincre de l'authenticité de la vente. Dès que l'affaire fut conclue, Lustig et son associé, Dan Collins, se réfugièrent à Vienne, tandis que Poisson comprit qu'il avait été joué. Contre toute attente, les escrocs constatèrent que la presse n'avait pas écrit un mot sur le sujet de cette escroquerie. Et pour cause, humilié à ce point, Poisson n'a jamais osé dénoncer l'escroquerie à la police. Un mois plus tard, Lustig revenait une fois à Paris pour recommencer exactement le même stratagème, mais le second acheteur, moins dupe, le dénonça à la police. Lustig dut s'enfuir en vitesse. Pour une petite anecdote, il semblerait qu'il ait même escroqué Al Capone en lui vendant des machines à imprimer de billets de banque et faisait semblant d'avoir des tuyaux sûrs pour les courses de chevaux avant de s'éclipser avec les mises. Alors, il fallait oser quand même, hein.
Comme je l'ai dit dans le titre, je vais vous parler maintenant de Otto White. Otto White, c'était un clown allemand qui prétendait avoir été proclamé Otto Ier, roi d'Albanie, le 13 août 1913. Dès l'âge de 8 ans, il gagna sa vie en tant que forain et illusionniste. Il était notamment la victime dans un tour de magie où l'on faisait semblant de lui couper la tête avec une scie. Il enchaîna les petits boulots plus ou moins légaux. Un jour, il se fit emprisonner. Purgeant une peine pour escroquerie, Otto White rencontra son complice et compatriote Mark Schlepsig dans une prison de Barcelone. S'évadant ensemble, en soudoyant le gardien, ils parcoururent l'Europe dans un cirque, le premier en tant que clown, le second en tant qu'avaleur de sabre. De retour en Europe, ils continuèrent leurs méfaits. Ils vendirent notamment un faux de la Joconde, volé en 1911 au musée du Louvre. Maintenant le contexte, pourquoi roi d'Albanie? L'Albanie venait de se déclarer indépendante en 1912. Voyant que les grandes puissances européennes à majorité chrétienne voulaient leur choisir un roi, les Albanais, dirigés provisoirement par le général Esad Pacha, demandèrent au neveu du sultan de l'Empire ottoman, Halim Eddin, de devenir leur premier roi musulman. Les deux complices se rendent compte que White ressemble beaucoup au neveu du sultan. Il lui suffit de se teindre les cheveux et de se mettre une fausse moustache ainsi que d'acheter un costume d'apparat. Faisant envoyer un télégramme, Prince Halim Eddin arrive. Ils vont débarquer à Tirana en tant que prince et homme de confiance le 8 août 1913. Le 9 août, White fait un discours dans lequel il affirme successivement qu'il accepte le trône, qu'il déclare la guerre au Monténégro et que les femmes de son harem seront constituées de filles du peuple. Il est couronné le 13 août. Dans la journée, il distribue le trésor royal sur lequel il a fait main basse. Le soir, de retour dans ses quartiers, il sélectionne son harem. La nuit du 15, le général Esad Pacha reçoit un télégramme du vrai prince qui s'étonne d'apprendre qu'il vient d'être couronné. Le général accourt avec une troupe de soldats dans le harem, mais White, rusé, déclare avec aplomb que le général tente de faire un coup d'état. Les soldats, qui venaient d'être payés par le roi, lui obéissent et enferment le général. Sachant que le vent a tourné, les imposteurs s'enfuient avec une bonne partie du trésor royal. Ils sont aidés par les femmes du harem qui les déguisent en musulmanes. Ses complices, ayant été promis de filles du peuple à femmes de harem royal, leur sont restés fidèles. Ils s'enfuient donc au petit matin du 16 jusqu'en Italie. Une fois le trésor royal écoulé, ils reprirent leur activité de cirque sans en être inquiétés. Ils moururent à Hambourg à l'âge de 86 ans le 13 août 1958, soit 45 ans jour pour jour après son couronnement. Sur sa pierre tombale est inscrite la mention suivante: ancien roi d'Albanie. Alors est-ce une histoire vraie? Est-ce juste une légende? En tout cas, elle est bien loufoque et bien insolite. Et voilà, la vidéo se termine ici. J'espère que ça vous aura plu. C'était quelques histoires que j'ai particulièrement aimé vous raconter, que je trouvais intéressantes. Il y en a certaines dont je n'ai pas parlé, c'est-à-dire de Madoff, de Louis XVII aussi, de celle qui se prenait aussi pour la duchesse, fille de Nicolas II. J'en ai pas parlé parce que ça méritait une plus grande vidéo et donc d'être plus étalé dans la longueur. Donc là, je vous ai parlé que de ces 5 là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi de mettre un commentaire, je les lis tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous cliquez sur s'abonner, sur la cloche des notifications pour être tenu au courant de mes prochaines publications. Et sur ce, je vous dis à toutes et yes, I